bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous faire un petit panorama de, on va dire, tous les petits problèmes qu'on va pouvoir rencontrer avec les dates et les heures. L'idée, ça va pas être forcément de faire quelque chose de hyper informatique, enfin très orienté tech, mais un petit peu, on va dire, d'aller un peu plus loin, au-delà de juste de la tech, pour voir tous les problèmes que ça engendre. Donc moi, je m'appelle Arnaud Pichery, je travaille chez Dataiku. Alors ça fait longtemps que je programme, ça fait longtemps que je me mange les dates dans la figure. Aujourd'hui, Dataiku, on est une plateforme d'intelligence artificielle. Et moi, je m'occupe plus particulièrement de la partie data préparation, traitement des données. Donc je mange des fichiers qui contiennent des dates et j'essaie de faire en sorte que les utilisateurs puissent travailler sur les dates facilement. Alors, juste si un jour quelqu'un vous demande de travailler avec des dates, je dirais la meilleure chose à faire, c'est ça. Fuyez. Fuyez parce que c'est hyper compliqué. Alors, c'est pas hyper compliqué parce qu'on l'a juste choisi comme ça, c'est hyper compliqué parce que les dates et les heures, c'est juste en fait compliqué intrinsèquement. Donc vous, tout développeur va rajouter sa complexité à lui. On va voir que les développeurs sont tous imaginatifs. Mais déjà, de base, c'est un problème compliqué. Alors, c'est mon petit théorème. La complexité de développer avec des dates, c'est, on va voir un petit peu autour de cette présentation ce que c'est. On va commencer par quelques, on va dire, choses que tout le monde sait, ou pas. Une année, ça fait 365 jours. Ou pas. Une journée, ça fait 24 heures. Ou pas. Il y a 28 ou 29 jours dans un mois de février. Ça, a priori, mais en fait, pas forcément. Il y a 7 jours dans une semaine. Voilà, si vous prenez vos semaines et vous divisez par 7 jours, un jour, vous ferez une erreur. Un mois, ça commence et ça se termine toujours la même année. Non. Et enfin, le plus rigolo, tout entier compris entre 0 et 2022 désigne une année. Si vous faites ça, vous verrez que parfois pas. Donc la complexité de développer avec des dates, en fait, c'est super compliqué. En fait, parce qu'on va commencer par se prendre toute la complexité de la physique dans la figure. Une année, la définition d'une année, c'est le temps que met la Terre à faire le tour du Soleil. Une journée, selon vous, c'est quoi ? La rotation de la Terre sur elle-même. Non. La Terre met 23h56 à faire le tour d'elle-même. Pas 24 heures. 24 heures, une journée, c'est le temps qui sépare deux couchers de soleil à l'équateur. Et en fait, comme la Terre, elle fait également le tour du Soleil, en fait, quand elle a fait un tour sur elle-même, elle ne revient pas exactement à la même position par rapport au Soleil où elle était avant. D'où les 4 minutes. Voilà, donc juste ça, on s'imagine qu'on sait, et en fait, on ne sait pas. Il y a fort longtemps, il y a 65 millions d'années, au temps des dinosaures, une année, c'était 370 jours. Parce que la Lune, qui tourne autour du Soleil, elle nous ralentit de 2 microsecondes par siècle. Et donc, au bout de 65 millions d'années, on a 365 jours et demi. Un truc aussi un peu rigolo, c'est que une année, si vous êtes à Nantes, au bord de la mer, une année, si vous êtes en haut de l'Everest, c'est pas la même durée. Parce qu'en fait, le temps dépend de la vitesse, et quand vous êtes en haut de l'Everest, vous tournez plus vite autour de la Terre que quand vous êtes près de la mer à Nantes. Et en fait, il y a un petit décalage qui n'est pas gros, c'est 15 microsecondes. Mais c'est suffisamment notable. Par exemple, aujourd'hui, on a des horloges atomiques pour que ce soit visible. Si vous prenez deux smartphones, qui sont vraiment sur lesquels les horloges maintenant sont performantes, deux smartphones, il y en a un, vous le laissez un an en haut de l'Everest, l'autre vous laissez un an à Nantes. Vous les ramenez au même endroit, ils sont décalés de 15 microsecondes. Et enfin, pour terminer, une seconde, c'est super compliqué. Voilà la définition de la seconde. C'est 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyper fins d'état fondamental du césium.
Voilà, une fois qu'on sait ça, on est content. Mais en fait, voilà, c'est pour ça que la complexité de développer avec des dates, c'est qu'on va s'apprendre toute cette complexité de relativité temps, on va se l'apprendre quelque part dans la figure. Après, on est tous des développeurs, moi le premier, et on adore rajouter de la complexité dans tout ce qu'on fait. Et donc quand on prend un problème complexe, on essaie de le résoudre, on finira par le résoudre avec une solution encore plus complexe que ce qu'il faut. Et on va voir dans la suite de présentation, l'informaticien est particulièrement inventif parfois. Et enfin, on est tous des hommes et des femmes, et en fait la complexité des dates va aussi en fait avoir une complexité, va venir aussi de toute notre histoire, de comment on a amené justement ces 24 heures, ces jours, ces années, tout ça. Donc je vous propose de commencer un petit peu avec ça. Alors à l'origine, c'est-à-dire de l'histoire, l'époque babylonienne, ils ont commencé, eux ils n'avaient pas d'horloge, ils n'avaient pas de smartphone, ce qu'ils avaient c'était le ciel. Alors le ciel, ils ont le soleil qui se lève et qui se couche, mais ils ont aussi les étoiles. Et donc, vers moins 4500 avant Jésus-Christ, ils avaient divisé, les Babyloniens, la nuit en 36 périodes de 3, donc ça fait pour 12 périodes, où en fait, ils voyaient certaines étoiles qui sortaient à l'horizon. Donc ils savaient que, ça, c'est l'heure 3 heures du matin parce qu'il y a telle constellation qui arrive. C'est les premiers à faire de l'astronomie. Et ils avaient divisé leurs jours en 12 périodes, pareil par rapport à la course du soleil dans le ciel. Donc en fait, le fait d'avoir un système à 2 fois 12 heures, enfin 24 heures, ça vient en fait des Babyloniens qui avaient imaginé une façon de diviser le temps en périodes. Un truc rigolo, c'est que les Égyptiens se sont inspirés de cette culture, et les Égyptiens ont continué à faire pareil. C'est-à-dire qu'en fait, ils divisaient le temps en 2 cadrans de 12 heures, le cadran de la nuit, le cadran du jour. Donc ça, c'est ce qu'on a trouvé dans la tombe de Amenhotep I. En fait, ça veut dire que c'était quelque chose qui était très précieux pour eux, parce qu'ils partaient à s'enterrer avec. Donc c'était un cadran solaire pour donner les heures de la journée, et une horloge à eau qui permettait en fait de compter le temps la nuit sans avoir besoin, quand il y avait des nuages, de regarder les étoiles. Donc une horloge à eau, c'est un vase qui en fait a un débit constant, et donc en fonction de... vous mettez de l'eau tout en haut, et puis en fonction de l'eau qui est en bas, vous savez l'heure qu'il est. Puisque l'eau s'est écoulée de manière linéaire. Les Romains sont arrivés et ont rajouté leur petit grain de sel, ils ont récupéré le système des Égyptiens et ont réussi ont commencé à le codifier. Donc à avoir des heures vraiment bien codifiées. Donc, ils séparaient, comme les Égyptiens, la nuit et le jour en 2 périodes de 12 heures. Donc la nuit, c'était ce qu'ils appelaient des veilles, qui étaient en bloc de 3 heures, et les jours, des heures. Ce qu'ils ont réussi à codifier, c'est qu'en fait, la 7e heure du jour, c'est toujours midi. Donc ils ont pris le solstice quand le soleil est au zénith, et ça, c'était l'heure midi. Donc ils avaient un point fixe de référence. Par contre, en fait, le jour est divisé en 12 heures, la nuit est divisée en 12 heures, mais les jours, il fait moins jour en hiver qu'en été. Ça veut dire que en fait, la durée d'une journée, et la durée d'une heure dépend des saisons. Une heure en hiver, c'est tout court. Une heure en été, c'est tout long. Enfin, en hiver, une heure de journée, c'est tout court, mais une heure de nuit, c'est très long. Et en été, c'est l'inverse. Quand c'est l'été, une heure le jour, c'est très très long. Une heure la nuit, c'est beaucoup plus court. Donc aujourd'hui, on a un peu ce même effet quand on est en cours de maths ou cours d'histoire au lycée. Une heure de lycée, c'est très très long, et une heure devant les jeux vidéo, c'est super court. Mais donc les Romains l'avaient déjà inventé. Et donc arrive le Moyen-Âge, parce que grosso modo entre les Romains et le Moyen-Âge, il ne s'est pas passé grand-chose technologiquement parlant. Et là, en fait, c'est l'Église qui va essayer d'imposer le fait d'avoir des heures fixes, enfin des heures qui sont homogènes. Donc en fait, on va arriver alors pour des raisons il fallait toujours prier toutes les heures, et donc il fallait prier à peu près à des temps équivalents, équidistants. Par contre, on est toujours sur un système à 2 fois 12 heures, ou 24 heures. Donc les premières horloges mécaniques, elles ont 24 heures des cadrans à 24 en fait. On a celui-là ou celui-là. Et en fait, on a juste pris des cadrans à 12 heures parce que c'était beaucoup plus compliqué de faire un cadran à 12 heures, beaucoup plus simple de faire un cadran à 12 heures
que de faire un cadran à 24. Il y a beaucoup moins de pièces d'horlogerie à faire. Mais on est arrivé à faire ces horloges à cadran qui donnent un temps homogène, et c'est le premier temps homogène au niveau du Moyen-Âge. Alors ça ressemble un petit peu à notre temps d'aujourd'hui. Maintenant, c'est les horloges qu'on a sur nos églises aujourd'hui. Ça ressemble, mais c'est pas encore le temps qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, on est vers 1700, 16e siècle, 17e siècle. Donc on a un système à 24 heures par jour. On a 12 heures des horloges à 12 heures, donc ils font 2 fois le tour du cadran pour faire une journée. Mais en fait, la grande différence par rapport à aujourd'hui, c'est que l'heure dépend de là où vous êtes. C'est-à-dire que l'heure, enfin, quand on dit, on va dire il est 7 heures du matin, le soleil se lève à Brest à 7 heures du matin. Et on va dire que le soleil se lève à 7 heures du matin à Paris à 7 heures du matin. Sauf qu'en fait, le soleil ne se lève pas en même temps à Brest et à Paris, ou à Nantes et à Paris. Donc en fait, les villes ont certes la même heure, mais en fait, à un instant donné, ils n'ont pas tout à fait la même heure. Donc en fait, si on regarde bien, il y a à peu près 28 minutes de décalage entre Paris et Brest à cette époque-là. Donc quand on dit il est 7 heures à Paris, en fait, il est beaucoup plus à Brest. Il est 6h47 à Brest. Donc bref, on a un système qui est correct, mais on est français et on se dit « ouais, on va faire la révolution !» Les systèmes à 12 heures sont compliqués, tout ça, il y a des heures de 60 minutes, on va faire un système décimal. Mort au roi, on enlève les pieds, les pouces, et maintenant on va faire un système d'heures décimales. Et donc, 1789, enfin un peu plus, je crois que c'est 1793, la France passe au système horaire décimal. Vous ne le savez peut-être pas, mais voilà, de 1793 à 1806 officiellement, ou plus exactement le 4 frimaire de l'an 2, la France est à l'horaire décimal. C'est-à-dire qu'une journée fait 10 heures, et chaque heure fait 100 minutes. Super facile. C'est beaucoup plus simple à compter. Bon, c'est beaucoup plus simple, mais en fait, personne n'a jamais rien compris. Ils avaient beaucoup de mal à rentrer dans le système, et finalement, ça a été abandonné en 1806 sans avoir vraiment été adopté autrement que dans les textes. Mais si vous regardez des textes de l'époque de la Révolution, vous verrez l'heure il était 3 heures et 73 minutes. Arrive ensuite le chemin de fer. Et là, c'est le bazar, parce que justement, on a Nantes et Paris qui sont tous les deux à 7 heures, mais en fait, ce n'est pas les mêmes 7 heures. Alors, comme le train il démarre à 7 heures à Paris et qu'il met 4 heures, il n'arrive pas à 11 heures à Nantes, il arrive à 10h40, parce qu'en fait, il y a eu 38 minutes de décalage, parce que ce n'est pas la même heure. Donc, le chemin de fer, c'est le bordel. Donc, ils se disent, il faut absolument qu'on synchronise les heures sur au moins tout un pays. Donc ça, c'est les années à peu près 1900. Exactement, c'est 1890. Donc en 1891, à Paris, on déclare, en France, on déclare que l'heure officielle, c'est celle de Paris. Donc tout Brest, Nantes, Lyon, Nice, toutes les villes de France sont à la même heure. On a donc un système qui est cohérent, homogène et vachement bien. Mais on est l'être humain, voici la gare Montparnasse, patatras, on se dit quand même que l'heure du chemin de fer, ce ne sera pas l'heure officielle. Parce que sinon, les gens sont en retard au chemin de fer. Si vous voulez. Et donc, on décide de décaler l'heure du chemin de fer de 5 minutes par rapport à l'heure officielle. Donc, toutes les horloges des chemins de fer sont décalées de 5 minutes par rapport aux horloges des églises. Mais comme il y a plus de gares que d'églises dans les grandes villes, en fait, l'heure, c'est suivant, il faut dire, il est 19h05, heure de Montparnasse, ou il est 19h05, heure de l'église de la Madeleine. C'est pas la même heure. Quand je vous dis qu'on est très compliqué. Aux États-Unis, ils ont le même problème de train, mais eux, ils ont un autre problème, c'est qu'ils sont beaucoup trop grands pour régler une seule heure. Et donc, ils se sont dit, c'est pas possible, et donc ils inventent le fuseau horaire. C'est M. Benjamin Franklin qui l'a inventé. Et donc, avec l'invention du fuseau horaire, on va réussir à découper le monde en tranches, on va dire, où il se passe à peu près la même chose, où le temps est homogène. Donc, puisqu'on ne peut pas l'avoir sur tout le monde, on va le découper en tranches.
Évidemment, comme c'est géopolitique, on peut voir que la planisphère aujourd'hui, c'est pas des lignes droites. Donc fatalement, ça fait des choses où c'est un peu bizarre. Donc par exemple, rigolo, il y a un point sur la carte, quelque part, entre l'Afghanistan et la Chine, où il y a 3h30 de différence. Donc vous faites 1 mètre, vous changez votre monde de 3h30. Parce qu'en Chine, ils ont décidé que, c'est pas comme les États-Unis, ils ont décidé que c'était un fuseau horaire pour tout le monde aujourd'hui. Et donc, comme à l'époque, on adopte les fuseaux horaires, la plus grosse marine marchande du monde à l'époque, c'est l'Angleterre. Tous les pays se mettent un peu sur ce fuseau horaire-là. Aux grand dames de la France, qui était à l'époque la deuxième plus grande marine marchande. Et donc en 1911, la France adopte, et c'est quasiment le dernier pays, à adopter le système GMT. Et donc tous les pays sont sur un fuseau horaire qui est correct. Petite anecdote, aujourd'hui, la France est le pays qui compte le plus de fuseaux horaires parmi tous les pays du monde. On a 12 fuseaux horaires en France. Merci, Dom-Tom. Bref, on a un gros bordel. Exemple de joyeux bordel qu'on a aujourd'hui, l'Australie. Donc l'Australie, c'est divisé en 3 fuseaux horaires, dont certains sont horizontaux. Et certains sont la demi-heure. Chose rigolo, c'est qu'aujourd'hui, tous les fuseaux horaires sont calés au quart d'heure, mais c'est assez récent. Il y a encore une vingtaine d'années, il y avait des fuseaux horaires calés à 7 minutes par rapport à GMT. Le bordel, en fait, il vient du fait qu'on a introduit, donc si on regarde cette carte-là, le bordel, il fait qu'on a introduit un truc qui s'appelle le Daylight Time Saving, ou changement d'heure parce qu'on veut économiser de l'énergie. Donc c'est aujourd'hui, on le voit parce que dans une semaine, on va changer d'heure. Ça a été introduit en fait en 1918 à la suite de la Première Guerre mondiale, où en fait on a eu le premier problème d'énergie, à la fois aux États-Unis et en France, et dans beaucoup de pays du monde. Donc on a introduit ça. Ce qui fait que on est passé d'un système à peu près simple où tout le monde est aligné sur le même horaire, où maintenant, suivant les pays, il y en a qui passent à l'heure d'été, il y en a qui ne passent pas, et puis on ne passe pas en même temps. Donc par exemple, nous on passe le 30 octobre à l'heure d'hiver, les Américains ne passent que le 6 novembre. Donc moi je sais que, comme je travaille pas mal avec les Américains, entre le 30 octobre et le 6 novembre, ça va être un bordel dans mon calendrier, parce que moi j'aurais changé d'heure, mais pas eux. Et donc même ma réunion qui a lieu à 14h, et donc à 7h pour les Américains, d'un coup, ce sera à 6h pour les Américains, et donc ils ne seront plus là. Donc tout ça pour ça. Tout ça pour arriver finalement, au final, en termes d'histoire, à avoir une date qui ressemble à ça. 21 octobre 2022 à 10h30. Alors je ne sais pas quelle heure il est exactement, 10h29. Donc pour les besoins de cette présentation, on va fixer l'heure à 10h30. On ne va plus bouger, maintenant il sera 10h30 pendant tout le reste de la présentation. Voilà, vos montres vont arrêter de tourner. Il sera toujours 10h30. Parce que maintenant on va passer à l'informatique. Donc ce n'est pas un problème suffisamment complexe, on va encore rajouter un petit peu de bordel. Et en tant que développeur, on est très très fort là-dessus. Alors, on a une date, le 21 octobre 2022 à 10h30, et on veut la stocker dans un fichier où c'est changé, parce que voilà. Donc comment on fait? Alors, on est en COBOL. Oui, on a un langage qui s'appelle le COBOL. Alors c'est simple, on a 2 chiffres pour l'année, 2022, 2 chiffres pour le mois, 10, 2 chiffres pour la journée, 21, et 2 chiffres pour les heures et les minutes. Oublie les secondes, il n'y en a pas. On est en COBOL. C'est le COBOL de l'époque, hein. C'est pas le COBOL d'aujourd'hui, mais ça c'est le COBOL sur lequel ils ont fait les premiers systèmes bancaires. En MS-DOS, pareil, un truc un peu vieux, là on a le droit à 2 entiers de 16 bits signés. Donc pareil, pas beaucoup de place. Donc les 5 premiers bits, c'est le jour, le 21. Ensuite, on a 4 bits pour faire le mois, le 10. 7 bits pour faire les années. Alors 42, pourquoi? Parce que MS-DOS a été fait dans les années 80, donc la date de référence, c'est 1980.
Donc voilà. Il y en a qui commencent à Jésus-Christ et d'autres qui commencent à la naissance de MS-DOS. 2022, c'est 1980 plus 42. Ensuite, le bit suivant, c'est pour les secondes divisées par 2 parce qu'on n'en a pas assez. Donc en MS-DOS, la précision, c'est 2 secondes. Donc si vous essayez de mettre quelque chose à 0,1, ça ne marchera pas. Ce sera soit 0, soit 2. Parce que vous n'avez pas la place. 30 pour les minutes et 10 pour les heures parce qu'il est 10h30. En Unix, c'est un petit peu ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est le plus connu. Donc on a 32 bits, un entier de 32 bits signé, qui en fait décompte le nombre de secondes depuis 1970 sur le fuseau GMT, donc le fuseau de Londres. NTFS, c'est un système de stockage pour Windows. Ils ont été plus imaginatifs, toujours les gars de Microsoft. Hein. Ils ont pris un entier de 64 bits, et ils ont pris le nombre d'intervalles de 100 nanosecondes depuis le 1er janvier 1601. Ah, vous rigolez, mais voilà, parce que 1600, pourquoi 1601 ? Rigolez, mais vous verrez que plus tard, ça fait tout son sens. Alors Excel, c'est peut-être mon préféré. Et c'est celui qui m'a mordu il n'y a pas longtemps. Donc Excel, ils ont choisi un nombre flottant qui représente le nombre de jours depuis le 1er janvier 1900. Et donc comme on stocke une heure, on a des nombres décimaux en fait. Et oui, parce que comme il est 10h30, c'est le point 44. Alors là, si ça marche, je vais essayer de vous faire une petite démo parce que quand je vous dis que c'est un truc qu'on s'en prend plein la figure. Donc ça, c'est un problème que j'ai eu le mois dernier. Donc j'ai 2 fichiers Excel, un fichier en haut et un fichier en bas, dans lequel j'ai des dates et des valeurs. Alors en fait, la valeur, c'est la date convertie dans le format. Donc ce qui est vachement bien avec Excel, c'est qu'en fait, on prend, si je prends ça, et je fais format de cell, hop, et que je lui dis que c'est une date, en fait, je vais bien retrouver ma date. C'est bien le 9 novembre 1989, date de la chute du mur de Berlin. Donc, je le reformate en nombre. Poum, poum, poum. Vas-y. Et je copie tout ça. Pouf, pouf. Commande C. Commande V. Oh, il n'est pas content. On va y arriver. Je dis je commande, je copie ma date, et je vais la mettre en bas. Bam, formidable. J'ai bien donc copié, bon, formidable, hein, je suis content. J'ai copié mon 9 novembre 1989 et mon 21 octobre 2022. J'ai bien les mêmes nombres à droite à gauche, et sous vos yeux ébahis, je fais... Ah ben non, en fait, ça, c'est pas un nombre, c'est une date. Pim, poum, et patatras. Voilà, et donc moi je me suis retrouvé dans cette situation-là où j'ai passé un fichier et puis ma date était n'importe quoi, et je fais mais pourquoi Pourquoi Alors il se trouve qu'en fait Excel stocke la date sous forme de nombre de jours depuis 1900, ou pas, puisque dans Excel, vous avez un petit truc qui s'appelle use 1904 date system. Oui. Et donc, en fait, quand ce truc-là est checké, en fait, c'est pas le 1er janvier 1904, c'est le 1er janvier 1900, c'est le 1er janvier 1904. Et donc, on se prend 4 ans d'écart pour une raison... Alors, historiquement, en fait, la raison, c'est que Excel sur Windows a voulu être compatible avec Lotus 1.2.3, qui utilisait ça. Et Excel sur Mac voulait être compatible avec Mac. Et Macintosh a décidé que la date de référence, c'était 1er janvier 1904. Et donc sur Mac, quand vous créez un fichier Excel sur le Mac, il a cette checkbox à la con de checker. Quand vous créez un fichier Excel sur Windows, il n'a pas la checkbox à la con de créer. Et donc si vous récupérez un fichier de Mac, vous le mettez sur Windows et vous faites du copier-coller, vous arrivez là-dedans. Merci Excel, merci Excel. Alors, Oracle n'est pas beaucoup mieux. Voilà comment on stocke une date dans Oracle. 237, ça veut dire 2022.
Pourquoi? Parce que 7, c'est un octet, on fait 7 fois 256, ça donne 1792, on rajoute 230 et on tombe sur 2022. Qu'est-ce qu'on est content! Mais Oracle, ils ont plein de ressorts. Ils ont ce qu'on appelle le type 13, ils ont 8 octets, mais ils ont aussi le type 12, qui est plus condensé, qui est sur 7 octets. Alors là, lui, il fait peut-être un peu plus de sens, ou pas. Donc, en fait, on a 2022. 2022, c'est quoi? C'est 122 moins 100, ça fait 20. 120 moins 100, ça fait 20. 122 moins 100, ça fait 22. 20, 22, ça fait 2022. 10, 21, octobre le 21. Et après, 11, 31, 1, c'est en fait, il faut juste enlever 1 à chaque fois pour avoir l'heure. Voilà, donc ça fait 10h30 et 0 secondes. Quand je vous dis que le développeur est imaginatif, le développeur Java, le gars de chez Sun n'était pas hyper imaginatif par contre. Il a récupéré le nombre de millisecondes depuis 1970 pour faire ses dates. Et celui de JavaScript a fait pareil, mais il y a un petit changement, c'est qu'il y en a un qui est en 64 bits et l'autre qui est en 53 bits. Parce qu'un nombre en JavaScript, c'est 53 bits. Ça posera un problème un jour ou l'autre. Dès qu'on va arriver au-delà des... Voilà, ça ne marchera plus. Donc tout ça pour dire que la façon dont le développeur stocke ces trucs, forcément, ça amène des bugs. Alors des petits bugs comme celui d'Excel, ça peut arriver, machin chose. Parfois, ça fait... Alors ça fait plein de fois, et ça fera plein de fois dans le futur. C'est ça qui est rigolo. Alors le premier, ça m'a permis d'avoir une jolie prime de quelques milliers de dollars quand j'ai commencé à développer, puisque le 31/12/1999, j'étais d'astreinte pour vérifier que ça n'allait pas faire pouf sur tout un tas de systèmes, quand, boum, on passait au 1er janvier l'an 2000. Alors finalement, ça a quand même fait boum à quelques endroits, mais pas tant que ça, parce qu'on l'avait quand même plutôt bien préparé celui-là. Mais ça continue de faire boum tous les jours. Ça a fait boum pas plus tard qu'au 1er janvier de cette année. Encore nos amis de Microsoft, je suis désolé, je les bâche beaucoup, mais... Donc, si vous aviez un serveur Exchange avec l'antivirus d'activer, l'anti-malware d'activer, au 1er janvier 2001, plus aucun mail ne passait. Exchange était juste mort. La raison, c'était erreur description, can't convert un super grand nombre, tout long, parce qu'effectivement, ce nombre ne se convertit pas en long. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce nombre-là, si on regarde, en fait, c'est 22 01 01 01 0001. Donc 22, c'est 2022, en fait. 01 01, 1er janvier. Et 0001, c'est l'heure, c'est-à-dire, en l'occurrence, 1 minute après minuit. Et ce truc-là, c'est plus grand qu'un long. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait... je ne sais même pas comment ils ont fait. En fait, ils ont pris une date, ils l'ont transformée en texte, et ils ont pris ce texte, ils l'ont foutu dans un nombre. Donc fatalement, à un moment donné, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc ils ont dû faire un patch. Bref, voilà. Un truc rigolo, quand j'étais petit, je gravais des CD. Pour graver les CD, il y a un système de format de fichiers qui s'appelle Joliette. Joliette, ils se sont dit, tiens, on va être malin, on va économiser la place. Ils ont pris 7 bits pour stocker l'année. 7 bits, on peut faire maximum 128 possibilités. On démarre à 1900. Et en 2028, vous ne pourrez plus lire certains CD gravés. Vous pourrez je me suis amusé à le faire sur quelques CD gravés de mon époque. J'ai mis mon horloge en 2029. Impossible de lire certains fichiers. Oui, ils sont écrits soi-disant... Enfin, on peut lire certains, mais surtout on ne peut plus en écrire. Parce que dès qu'on essaie de l'écrire, ça foire complètement, quoi. Bon, c'est pas grave, un graveur en 2028, ça ne sert pas non plus à grand-chose, mais quand même. Là où ça va faire vraiment plaf, pouf, pouf, c'est en 2038. Alors là, si j'ai un conseil à vous donner à toute la salle, ne soyez pas d'astreinte ce jour-là. Soyez en vacances aux Bahamas, n'importe où loin de la technologie, ça risque de faire crash. Alors en fait, c'est quoi ce problème? Le problème, c'est qu'en fait, Unix, et donc Linux par définition, stocke le nombre de secondes depuis 1970 dans un entier 32 bits signé. Et ce truc-là, en janvier 2038, il va faire un overflow, c'est-à-dire qu'il va aller trop grand et on va tomber dans le passé. Alors le gros problème par rapport aux années 2000, c'est que dans les années 2000, les principales machines, il y avait du software dedans et on pouvait encore le mettre à jour. Aujourd'hui, on développe plein de devices. Mon four a un bout de Linux, ma télé a un bout de Linux,
Il y a plein de devices. Toutes les caméras de surveillance ont un bout de Linux sur lequel, en fait, ils n'ont pas prévu de mettre à jour le software. Ou même si on le mettait à jour, personne n'irait mettre à jour le software de la webcam, du four ou de machin. Et tous ces systèmes-là, finalement, on est certain qu'ils vont foirer en 2038. Bon, aujourd'hui, le but, c'est de enfin, on espère que le four qu'aujourd'hui, tous les fabricants espèrent que vous l'aurez changé d'ici 2038. C'est l'obsolescence programmée, hein. Mais il y a plein de systèmes qui vont foirer ce jour-là. On est au courant. Toutes les bases aussi où on utilise Unix timestamp, toutes les requêtes SQL elles vont foirer. Enfin, elles vont pas foirer, mais elles vont ramener tout et n'importe quoi. Heureusement, on a quand même réussi à se mettre d'accord sur un système qui marche bien. Et donc, s'il y a un seul conseil à retenir aujourd'hui, c'est celui-là. Utilisez ce système. Alors, le système, il était normalisé, il s'appelle ISO 8601. Et il est super bien normalisé. Et donc, une date, ça se code pas en nombre, en chaîne de caractères. Une chaîne de caractères avec l'année, le mois, le jour, un T pour dire le temps, l'heure, les minutes, les secondes, point, les millisecondes, jusqu'à ce que vous voulez en fraction, plus, et après votre fuseau horaire. Et pas votre fuseau horaire de plus Paris machin chose, non, plus 0,2, parce qu'aujourd'hui, à Paris, on est décalé à 2 heures. Avec un Z, si vous voulez dire que vous êtes en UTC. Utilisez pas des longues, utilisez pas des trucs, utilisez des strings. Parce que la string, au moins, c'est sûr, on sait ce qu'il y a dedans, et ça change, enfin, on peut y mettre ce qu'on veut. Et on n'aura pas un overflow plus tard. Voilà, donc maintenant, on va coder un peu. Ça va être à vous de jouer, ou à moi de jouer. Parce qu'une fois qu'on a du stockage qui est un peu à la con, on a aussi les API qui ne sont pas beaucoup mieux. Je suis en JavaScript, je fais « Ah tiens, je veux mettre le 21 octobre 2022 », je fais new date 2022 10-21 et je récupère le 21 novembre. Oui, parce que en fait, le 10, c'est le mois d'octobre, mais en fait, en JavaScript, on a indexé par janvier, c'est 0. Et donc, le 10, c'est novembre. Je suis en Java, 2022, calendar.october, parce que en Java, on ne se fait pas avoir. Hein, le 0, on a des constantes. 21 octobre 2022, et ben, je suis en 3922. Parce que l'année, pareil, ça commence en 1900. Et donc 2022, c'est 1900 plus 2022. Quand je vous dis qu'on est un peu vilain. En JavaScript, je peux prendre un long, je fais un new date de ça me donne la bonne date. Par contre, de temps en temps, je ne vais pas récupérer un long, je vais pas récupérer le nombre de millisecondes, je vais récupérer un nombre de secondes. Et si je fais une concaténation, comme j'en ai vu quelques-uns faire avec une chaîne de caractères, ceux-là on les étrangle, ça me fait un valid date, parce que new date d'une chaîne de caractères, ça ne marche pas. Rigolez pas, j'ai chopé ça dans le code de mon ancienne boîte. Un truc rigolo, un système. Donc je veux réserver un billet de train pour faire Paris-Nantes. Donc j'ai une jolie application web qui m'affiche deux date input, un date input et un time input, dans lequel je vais pouvoir dire je veux prendre le train pour le 5 novembre à 1h30 de l'après-midi. Donc moi je fais ça sur mon clavier et j'ai un copain américain, je lui dis aussi n'oublie pas de réserver le même train, comme ça on partira ensemble, toi tu arrives de Charles de Gaulle, après on va à Montparnasse, on prend le train ensemble. Donc moi je fais ça, quand c'est envoyé au serveur, c'est envoyé au serveur avec UTC. En fait ce qui se passe c'est que je fais un send to backend du datetime.getTime, donc en fait j'envoie le nombre de millisecondes depuis 1970. Mon serveur il récupère le nombre de millisecondes depuis 1970 et il convertit ça en ce qu'il veut, lui il est en UTC par exemple. Seulement mon copain qui est américain, lui, en fait le 1h30 de chez lui, son browser se dit je vais le convertir comme il est en time zone de New York, je vais le convertir en fait dans sa time zone à lui. Et donc le serveur, lui, il récupère 7h30 UTC. Et donc, résultat, lui, il va prendre un train, il ne sera pas le même que le mien. Donc, si vous faites, pareil, des échanges entre le front et le back, si vous faites des échanges en stockage et même en échange, utilisez des strings et mettez la time zone. Si vous utilisez des longues, ça ne marchera juste pas. Alors, c'est là où on va arriver dans les trucs un peu vraiment joyeux.
Si vous avez à gérer des dates, si c'est des dates entre 1970 et aujourd'hui, c'est pas trop mal. Entre 2000 et 2023, c'est vraiment bien, il n'y a pas trop de danger, allez-y. Entre 70 et 2000, il commence à y avoir des petites subtilités. Si vous êtes en dessous de 1970 jusqu'à 1900, prenez 1000 précautions. Si vous êtes en dessous de 1900, alors là, c'est juste le bordel innommable, avec les API qu'on a aujourd'hui. Donc, entre 1900 et 1582, tu vas chercher les ennuis si tu t'amuses à faire ça. Si tu fais entre 1582 et l'an 1, tu cherches vraiment les ennuis. Et si tu t'amuses à faire tout seul avant l'an 1, il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une date qui s'appelle le 30 février 1712 qui existe. Eh ben oui. Alors elle n'existe pas partout, mais elle existe en Suède. Alors c'est pas toujours pareil, hein. C'est rigolo. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a deux calendriers. Il y a un calendrier qui s'appelle le calendrier julien et le calendrier grégorien. On est passé de l'un à l'autre parce qu'en fait, dans le calendrier julien, toutes les années qui sont multiples de 4 sont bissextiles. Et en fait, ça nous amène à un décalage. Et donc, on a inventé le calendrier grégorien, où en fait, les années qui sont multiples de 1000 ne sont plus bissextiles. Et donc, ça nous ramène un petit peu. Et donc, en 1699, la Suède décide de passer du calendrier julien au calendrier grégorien. Et donc, elle omet les jours intercalaires à partir de 1700. Et donc, à partir de 1700, en Suède, à partir de 1700, les années qui finissent par 100 sont plus bissextiles. Et donc, 1700 n'est pas bissextile. Mais en fait, le truc, c'est que finalement, ils ont un petit peu merdé leur truc. Ils se sont dit, 1700, on va quand même le mettre en bissextile. Ils ont commencé à faire non bissextile, enfin, ils ont commencé à mettre bissextile 1704 et 1708. Et donc, pendant toute cette période-là, le calendrier suédois était en avance d'un jour sur le calendrier julien et 10 jours en retard sur le calendrier grégorien. En gros, ils ont voulu essayer de faire une transition entre les deux, mais gentille. Plutôt que de faire, hop, on va ajouter 20 jours d'un coup, on va dire, petit à petit, avec les années bissextiles, on va rattraper petit à petit. Donc ils ont fait ça 2 fois, en 1704 et en 1708, et après ils se sont arrêtés. Et donc après, il a fallu rattraper plus vite, et donc ils se sont dit, on va rajouter en février un jour, le 30 février. En Angleterre, le 1er janvier, c'est pas le début de l'année. Jusqu'il n'y a pas longtemps, enfin, dans les années 1800. Donc jusque dans les années 1700, on change d'année en Angleterre au 25 mars. C'est-à-dire que on change d'année, pas au mois de janvier, pas au mois de février, enfin pas le 1er janvier, mais en mars, et même pas à la fin du mois, au milieu du mois. Et donc, si vous comptez à la façon anglaise, après le 24 mars 1708, arrive le 25 mars 1709. À l'époque, les Anglais sont sur le calendrier grégorien, sont sur le calendrier julien et pas grégorien. Et donc, par exemple, en France, on a déjà avancé, on est avancé par rapport à eux de plusieurs jours par rapport à eux. Et donc, on arrive à un truc comme ça, où ce gars-là, il est mort le 28 janvier 1708-1709, suivant comment on compte. Donc ça, c'est une photo de sa tombe, de sa pierre tombale quand même, hein, pour vous imaginer le truc. Et on a un gars qui est mort le 13 mars 1751 à Paris, et il a été inhumé le 5 mars 1750 à Londres, donc l'année d'avant. Voilà, donc c'est juste le bordel. Et donc si on fait joujou maintenant avec nos API sur des dates bordéliques, on arrive à des choses comme on a juste à n'importe quoi. Donc si je mets new date de 001, je récupère le 1er janvier 1900. Jusque-là, ça va bien. Si j'enlève un jour à ça, je tombe sur le 31 décembre 1899. Jusque-là, ça va. Par contre, si je prends mon année que je fais -1, donc en fait, j'imagine que je vais essayer de tomber sur le 1er janvier 1899. En fait, je tombe directement sur le 1er janvier de l'an -1. En gros, il y a un espèce de truc où je ne peux pas atteindre tout ce qui est entre l'année -1 et l'année 1900. L'API ne me le permet pas.
En fait, le permet, mais en fait, oui et non. Il faut mettre des nombres qui sont entre 0 et 99. Et donc, en fait, finalement, ce que je ne peux pas atteindre, c'est tous les années entre 0 et 99. Donc, si je mets 31 décembre, enfin 99, je récupère 1999. Si je mets 100, par contre, je récupère l'année 100. Hop là. En gros, si vous voulez 2000, il faut mettre 2000. Et si vous voulez 1999, il faut mettre 99. Et entre les deux, c'est le bordel. Bon courage, si vous êtes en train de développer ça. Hein. Si quelqu'un vous met un input et vous dit tiens, c'est 1850 et vous faites le new date de ça, bah faut réfléchir à comment vous allez construire votre truc. Hein. Vous avez prévenu. Alors ça, c'est une de mes meilleures. C'est les gars qui font... Enfin, comment je fais pour calculer la durée d'une journée? Bah, je prends 2 dates et je les soustrais. Donc là, je prends aujourd'hui, je soustrais hier, ça me donne 8 640 000 secondes. Ça, c'est le nombre de secondes que j'ai dans une journée. Et donc je me dis, tiens, bah, je vais aller calculer la journée de demain avec mes secondes. Donc je prends le 10 mars 1911. Donc ça, c'est sur mon laptop. Je fais getTime et je rajoute un jour. Donc si je prends le 10 mars 1911 et je rajoute une journée, ça va me faire le 11 mars 1911 à minuit. Eh ben non, ça me fait le 10 mars 1911 à 23h50 et 39 secondes. Paf. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas jouer avec ça. La raison, c'est qu'il y a un article dans le journal officiel qui a été publié qui dit qu'à partir de la nuit du 10 au 11 mars 1911 à minuit, l'heure de tous les bureaux de poste, télégraphe et téléphone, et celle du temps moyen de Paris, retardée 9 minutes et 21 secondes. Ah, parce qu'en fait, c'est le jour où on est passé sur le fuseau GMT. Donc si vous avez des dates qui sont inférieures à 2000, méfiez-vous. Et si vous voulez faire des calculs de dates, j'ajoute un jour, j'enlève une journée, machin, utilisez des librairies. S'il vous plaît, ne faites pas ça à la main. S'il vous plaît. Donc Joda, par exemple, Joda ou l'API Java 8 de Time fait ça très très bien. Voilà, je prends une date, je fais plus days, ça me donne une date, je fais plus days, ça me donne la bonne date qui va arriver derrière. Quand vous allez stocker vos dates ou utiliser des dates, toutes ces API, toutes ces librairies, elles ont différents types pour stocker des dates. Un type local date pour stocker des dates sans time zone, donc juste une date, typiquement aujourd'hui, là c'est le 22 avril. Si vous voulez stocker une heure, il y a un truc qui s'appelle local time. Si vous voulez juste stocker un mois et un jour, 22 avril, etc. etc. Une fois qu'on sait ça, deux autres trucs qu'on fait avec le temps, c'est de mesurer le temps écoulé. Pareil, il y a plein de manières de mal le faire. La manière de mal le faire, c'est de prendre system.currentTimeMilli. Ça, c'est pas bien. Et si vous faites avec l'API Java 8, avec instant.now, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Alors la raison, c'est ça. C'est que cette heure-là existe. Ça s'appelle la leap seconde, ou la seconde intercalaire. Alors ça fout un bordel monstrueux au point qu'on a décidé qu'on n'allait certainement plus jouer avec ça et qu'on allait certainement les enlever. Ce qui se passe, c'est que la Terre ne tourne pas autour d'elle-même à la même vitesse, à une vitesse constante. Et pourquoi? En fait, c'est comme moi quand je fais du patinage artistique et que je fais des pirouettes, voilà, comme ça. Quand j'ai les bras écartés, je vais doucement, mais si je mets les bras près du corps, je vais plus vite. Et donc, en fait, suivant s'il y a eu beaucoup d'éruptions volcaniques ou beaucoup de tremblements de terre dans l'année, la rotation de la Terre va être affectée. Beaucoup de tremblements de terre, la masse de la Terre va aller vers le centre de la Terre et on va tourner plus vite. Beaucoup d'éruptions volcaniques, on va sortir du magma, on va le mettre à l'extérieur, on va tourner plus lentement. Et donc, à la fin, si on regarde le schéma qui est là-haut, c'est la différence entre le théorique et ce qui s'est passé dans la réalité. Et on voit que de temps en temps, on est en train de monter, ou on est en train de descendre, et d'un coup, on fait un pic, c'est qu'on a rajouté une seconde intercalaire. Et quand on rajoute une seconde intercalaire, souvent c'est le 31 décembre à minuit, eh ben, il y a, après 23h59, arrive 23h59, 60. Et après, 0, 0. Ça a fait un joli bordel en 2015. Je ne sais pas si vous êtes au courant, enfin si vous l'avez vu. Cloudflare, qui est un truc qui permet de cacher beaucoup de requêtes Internet, avait ce bout de code-là dans leur, c'est du Rust, je crois, dans leur serveur.
Et donc, ils ont regardé, ils ont fait une soustraction, en fait, ils ont récupéré time.no, ils ont fait un sub, et en fait, ils ont mis à jour avec ça un truc qui s'appelle RTT, qui est en fait un truc dans le cache. Et il se trouve que dans ce cas-là, le RTT, ils ont réussi à foutre un nombre négatif dedans, parce qu'en fait, entre deux trucs, ils pensaient que ce serait toujours incrémental, et en fait, leur serveur de temps les a remis à la bonne heure, et donc leur a mis un temps qui était inférieur à ce qu'ils avaient avant. Résultat, ils ont fait du bordel, on va dire. La bonne façon de faire, c'est NanoTime ou Stopwatch, un truc qui en fait utilise non pas l'horloge du temps qui est envoyée par les horloges atomiques, etc., mais l'horloge de votre propre ordinateur. Enfin, c'est un espèce de compteur qui, lui, compte le nombre de ticks de processeur. Il est hyper précis, et lui, il comptera le nombre et lui, il n'y en aura jamais en arrière. C'est le nombre de fois que votre processeur a tické depuis qu'il est démarré. Donc si vous mesurez les temps, n'utilisez pas l'horloge système. Alors si c'est pour faire du temps à la seconde, enfin si c'est pour mesurer les heures, ça ne vous posera pas de problème, encore que. Mais sinon, voilà, utilisez ça. C'est beaucoup plus safe, peut-être un peu moins performant, mais beaucoup plus safe. Et enfin, le dernier truc que je voulais aborder, sur des trucs un peu foufou qu'il faut éviter de faire, c'est planifier des tâches. Vous connaissez Cron, je pense que c'est le truc pour planifier des tâches. C'est hyper, enfin, si vous allez regarder le code source, c'est hyper compliqué. Donc, imaginez que vous voulez planifier une tâche tous les jours à 10 heures. Donc ça, c'est ce que nous on a dans notre système. Vous voulez faire un truc que je me le répète tous les jours, et je veux qu'il démarre tous les jours à 10 heures. Déjà, il faut mettre une time zone, parce que 10 heures à Paris, c'est pas pareil que 10 heures à Londres. Et alors, en fait, c'est un peu compliqué, parce que si je le fais de manière un peu triviale, ça va donner un truc comme ça. Mais ce truc-là, par exemple, ça ne va pas marcher si mon ordinateur n'est pas allumé. Je vais lancer tous les jours à 10h, mais si mon ordinateur n'est pas allumé, je l'éteins entre 9h30 et 10h30, par exemple, il a raté le 10h. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout de suite le déclencher. Hop, on allume, il fait « Ah là là, j'ai raté », bam, je balance mon truc à 10h30. Mais oui, on l'a demandé tous les jours à 10h, pas à 10h30. Par contre, si je le rallume à minuit 30 le lendemain, il ne va plus se déclencher. Donc ça veut dire que l'occurrence de 10 heures, elle aura juste disparu. Donc si quelqu'un vous dit, tiens, je voudrais déclencher tous les jours à 10 heures, qu'est-ce que je fais si j'y arrive pas, qu'est-ce que je fais? C'est la vraie question qu'il faut vous poser fonctionnellement, parce que c'est pas trivial, enfin, ça vient pas de soi en fait. Tous les jours à 2h30 du matin, c'est le meilleur, parce que ça va super bien marcher jusqu'à dimanche prochain, où ça va donner ça. Parce que dimanche prochain, enfin en l'occurrence pas dimanche prochain, mais dimanche prochain ça va pas se déclencher, et en mois d'avril, ça va foirer, parce qu'au mois d'avril, il n'y aura pas de 2h30. 2h30 n'existera pas, puisque à 2h, il sera 3h. Donc pas de 2h30. Et là, on va passer deux fois, donc si vous faites tous les jours à 2h30, vous allez le déclencher deux fois. Donc il faut savoir, quand on dit je veux le faire, il faut savoir quand on le fait. Et alors si quelqu'un vous dit je veux faire un truc à 10h de Paris, soit à 16h de Hong Kong, sachant qu'en fait les deux vont pas forcément être... Enfin, 10h de Paris, c'est pas forcément toujours 16h de Hong Kong, oubliez, fuyez. Fuyez. Donc voilà, juste petit récap sur ce qu'on s'est dit. Une année fait 365 jours, non pas forcément. Une journée fait 24 heures, pas forcément, vous le savez maintenant. 30 février, ça existe. 7 jours dans une semaine, c'est un de mes préférés. En 1917, enfin en 1937, en Russie, pour que les gens soient plus productifs, on a décidé de leur enlever le dimanche. Et donc ils ont décidé, de 1937 jusqu'à la guerre, 1940 et les brouettes, d'avoir des semaines à 6 jours. Plus dimanche, non, comme ça, on ne se repose pas. Donc voilà un joli calendrier de 1937 où les semaines font 6 jours. Et donc voilà. Un mois commence et se termine la même année, c'est pas vrai en Angleterre dans les années 1700 et avant. Et tout entier compris entre 0 et 2022 désigne une année, celui-là c'est un des rigolos. L'année 0 dans les zones de 1900 n'existe pas. Il y a l'an 1, et si vous faites avant, c'est l'an moins 1. Il n'y a pas d'année 0. Voilà, en petit résumé, utilisez des librairies,
utilisez ISO 8601. Si vous gérez des time zones, je ne l'ai pas dit, les time zones, il y en a plein dans le monde. Elles n'arrêtent pas de changer. Il y a des pays qui décident de mettre le DST, il y en a qui décident de l'enlever, il y en a qui... Voilà. Il y a un truc qui s'appelle IANA, c'est une base de données, il faut absolument l'utiliser. Heureusement, Java Linux l'utilise de base, mais il faut qu'elle soit là et il faut qu'elle soit mise à jour, parce que ça change avec le temps. NanoTime pour mesurer des durées, s'il vous plaît, pas de système.currentTimeMili. Si on vous demande de gérer des dates à faire à 1970, et si on vous demande de développer un scheduler, moi je vous dis, fuyez. Ce sera la conclusion de ce que je vous demanderai de retenir. Si vous avez des questions, je passe encore un peu de temps. Sinon, je vous remercie beaucoup. Voilà, et soudain, la vie paraît plus belle. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à donner du feedback. Vous pouvez le faire via l'application mobile ou via le site web. On a un peu de temps pour des questions, sachant qu'on a une pause. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Vous disiez qu'on allait peut-être se débarrasser des leap seconds, parce que ça posait des problèmes. Comment on fait pour rattraper du coup le ralentissement? Parce que sur le schéma, on voyait que ça avait tendance à plutôt ralentir au fur et à mesure du temps. Est-ce qu'il y a un remplacement Les leap secondes, en fait, c'est vraiment très problématique dans tout ce qui est échange réseau, Internet. Donc, notamment tous les serveurs de Google, en fait, pour rajouter la seconde, en fait, ils vont la distiller tout au long de l'année. Donc ils vont rajouter des nanosecondes tout au long de l'année. Donc vraiment de manière imperceptible, pour pas justement avoir, boum, une seconde. Parce que c'est pareil, à l'époque, au Moyen-Âge, rajouter une seconde, personne ne le voyait, parce que tout le monde était avec le soleil. Maintenant, aujourd'hui, rajouter une seconde, ah là là, c'est monstrueux, c'est le bordel. Donc, en fait, on va rajouter des nanosecondes tout au long de l'année. Voilà. Et en fait, on fait ça avec l'horloge... Enfin, ils vont faire ça dans les... Enfin, Google et Microsoft et tous les autres grands militent pour que ce soit fait au niveau des horloges atomiques. Et donc, comme tous nos devices sont synchronisés avec l'horloge atomique, on ne va pas le voir, en fait. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le micro arrive. Est-ce qu'on peut envisager un type qui, au lint ou à la compilation, plante si jamais il n'y a pas les bons chiffres dedans? Je crois qu'il y a des efforts faits dans certains langages bizarres depuis plusieurs années. Et je ne sais pas où c'en est dans les langages mainstream ou quoi. Quand on voit le temps qu'a mis Java pour faire Java Time 8, je ne suis pas très optimiste. Grosso modo, maintenant les gros langages sont tellement lents d'évolution que ça va prendre un petit peu de temps, je pense. Mais effectivement, aujourd'hui, j'ai vu des gens qui militent pour ça sur les JSR, mais c'est même pas encore d'actualité, quoi. Mais effectivement, c'est une des solutions, c'est d'arriver à linter. Après, le problème aussi souvent, c'est que les dates et tout ça, ça nous vient de l'input utilisateur. Donc en fait, il faut que nous, on la traite, en fait. Et une des meilleures façons de la traiter, c'est de la traiter avec une string, en fait. On prend l'input, on le traite avec une string. Mais après, comme je vous dis, le problème, c'est de vérifier... le fait que le 30 février 1712 existe en Suède, les Suédois, c'est peut-être important pour eux, ceux qui font un peu d'historique. Pour nous, le commun des mortels, c'est pas grave. Donc, pareil, il y a un trade-off entre la complexité qu'on va mettre dans ces choses-là et le fait de l'avoir à disposition. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez, encore une. Pour 2038, ils ont déjà commencé à réfléchir comment ils allaient gérer ou pour l'instant, ils se disent c'est loin, on verra plus tard? Il n'y a pas beaucoup de façons de le faire. Hein. La meilleure façon de le faire, c'est de passer en 64 bits. Alors ça fait longtemps que ça commence. Aujourd'hui, tous les noyaux Linux du marché sont en 64 bits. Si vous regardez, je crois que j'ai une slide sur le...
Sur l'XFX4, par exemple, hop, on va remonter. Il est où XFX4? Voilà. Il est caché. Hop, on va le décacher. Oui, l'écran, ouais. Ils ont rajouté voilà, il est là, hop là, on peut le voir. Voilà. Ils ont rajouté 30 bits pour mettre les nanosecondes, mais le plus important, c'est qu'ils ont rajouté 2 bits pour les secondes. Donc en fait, ils ont décalé, vu qu'on a plus de place, ils sont rajoutés 2 bits pour gérer les secondes en plus. Ce qui fait qu'à la fin, on a quand même plus de place. Mais le but, c'est, enfin, à la fin, il n'y a pas de miracle, hein, c'est 64 bits. Avec 32 bits, on n'y arrive pas. Ou alors, on va faire comme avec l'an 2000, c'est-à-dire qu'on va voir que quand on est en négatif, on n'est pas en train de faire une date loin dans le passé, on continue le passé. Donc en fait, on passe de non signé à signé. Mais le problème, c'est que des rustines, quoi. Donc il y a eu des rustines comme ça qui ont été faites dans les GPS. Les GPS, c'était, je crois, il y a 5-6 ans que ça s'est produit, l'overflow. Et donc ils ont mis à jour tout un tas de... les satellites, on ne pouvait pas trop les mettre à jour. Donc c'est les devices qu'on a dû mettre à jour pour que justement le soit toujours correct. Mais ça a été à base d'heuristique en fait. Hein. Si je vois que en fait, je suis en train de faire de la merde, j'essaie de faire moins mauvais. Mais ça arrive, après on a l'API qu'on a, hein, c'est-à-dire que new date de 100 ça fait 2000 et new date de 99 ça fait 1999. Enfin new date de 100 ça fait pas 2000, ça fait l'année 100 quoi. Voilà. Mais sinon 64 bits. Heureusement on s'y est pris un peu en avance et donc toutes les machines, tous les serveurs dans le cloud y arriveront. Mais vraiment le problème c'est tout l'IoT quoi. Parce que l'IoT, ils ont des contraintes d'espace pour eux, et surtout contraintes. C'est du chinois, enfin c'est du matériel pas cher qu'on vous vend pas cher, donc on prend un vieux kernel Linux, un truc qui marche aujourd'hui, mais qui ne marchera pas bientôt plus.